Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après, on floche, puis on recommence en théorie. On floche, puis on recommence en pratique. Maudit Bojon, elle nous revient avec un autre roman à faire rire, et on rit beaucoup aussi en le lisant. C'est Veuve de chasse. Et ça, c'est typiquement chez nous, Veuve de chasse. Alors, mesdames et messieurs, l'auteure toute abitibienne, Marie-Mélie Dessureau. Marie-Mélie, bonsoir. Bonsoir. Bon Dieu, que ça me fait plaisir de vous recevoir. Puis, comme je le disais en entrée, moi, j'adore vous lire. J'adore vraiment. Je suis un fan inconditionnel de vos romans. Ça nous détend de lire vos livres parce que c'est drôle. Vous avez des expressions, là. Il y a un chat là-dedans. Ouais. On en parlera tantôt, mais il y a un nom tout à fait spécial, ce pauvre chat. Puis c'est ça que je disais, j'aime vos expressions, puis la manière que vous les portez dans le livre aussi, c'est tout à fait spécial. Détente, assurée, le rire est au rendez-vous. Marie-Mélie, merci beaucoup de participer à cette émission. Puis, en temps de pandémie, on le sait, on ne veut pas revenir trop là-dessus, on en parle, les ondes sont polluées de ça, avec raison peut-être, mais en temps de pandémie, on s'assoit dans un fauteuil avec une belle grosse couverture, puis on lit ça. Mais il semble que ça fait du bien. Oui, ben c'est ça le but de ce genre de roman-là, c'est de ne pas se casser la tête, puis de vraiment, on se lance dans le but de se détendre, de rire, puis quand on referme le roman, ben on est juste de bonne humeur. Oui, exact. Où vous prenez toutes ces expressions-là, pas rien que dans ce livre-là, vous les avez aussi dans les autres romans que vous avez écrits. Vous allez les chercher comment? Parce que ce sont des expressions qui sont bien adaptées, mais drôles. Bien, des fois, je prends deux expressions que j'utilise moi-même, je les mêle ensemble. Okay. Des fois, c'est je me souviens, par exemple, dans On flush, puis elle dit toujours Sainte sacoche. Ben moi, j'ai quelqu'un que j'entendais elle a dit « Ah, sacoche ». Je trouvais ça tellement bizarre. Fait que j'ai juste adapté. Même chose dans Maudit Bojon, c'est bâtard de merde. Ben, ça, j'avoue que des fois, je le dis moi-même. Mais les expressions, je trouve que ça va avec le style de personnage que j'écris. Puis au fur et à mesure, tu sais, c'est un personnage plus coloré, plus timide, plus... j'y vais avec ce que j'entends aussi beaucoup. Puis j'aime en inventer aussi. Le beau gros chat là-dedans, moi, j'en reviens à ça parce que toutes les fois que je lisais le nom que vous lui avez donné, je riais. Aimez-vous les chats? Je suis vraiment pas une fanatique des chats. Okay. Moi, j'ai 2 chiens à la maison qui étaient les 2 chiens de mon chum. Donc, maintenant, j'ai 2 chiens. Je les adore. Puis, les chats, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours trouvé que ça servait à rien. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à diaboliser le chat dans Maudit Bojon, tu sais, pas dans Maudit Bojon, pardon, dans Veuve de chasse, qui est à l'image de la belle-mère aussi, tu sais, qui sont... j'ai beaucoup... Autant j'aime que le chat soit détesté dans le livre, autant j'ai aimé le créer pour qu'il devienne détestable. Oui, parce qu'il a sa place. Oui. Puis il est tannant dans le livre. Oui, c'est pour ça, vous l'avez appelé comment dans le livre? C'est l'hostie de chat. C'est vraiment... puis c'est drôle parce que, tu sais, elle l'appelle tout le temps comme ça... Laurence, l'hostie de chat, sauf devant les enfants. Oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, il n'y a rien qui fait pas ce chat-là. Donc, ça vient ajouter à... Tu sais, des fois, quand on sent qu'il y a déjà beaucoup de choses qui nous échappent, le chat, dans cette histoire-là, est comme la goutte qui fait tout le temps déborder le vase. À chaque fois que ça arrive tout le temps au réussit à maîtriser quelque chose, il vient foutre le bordel là-dedans. Donc, oui, c'est un peu un personnage à part entière. Mais oui, parce que avec ce qui arrive dans le livre versus le fameux chat en question, il porte son nom. Absolument. Absolument. C'est vraiment une hostie de chat.
Êtes-vous vous-même une chasseuse? Est-ce que votre conjoint est un chasseur? Ah, moi, la chasse, c'est vraiment pas fait pour moi. J'aime aller dans le bois, j'aime Okay. ça. Oui. Mais moi, je suis pas capable de pas parler. Fait que, OK. je suis pas gagnante du tout dans une tour, moi. Je suis pas, je suis pas une très bonne chasseuse. Mais mon chum, c'est un chasseur. Il aime ça. Il est pas fanatique. J'en ai connu des pires. Mais non. Fait que cette année, j'ai eu la chance, moi, cette année, d'être veuve de chasse. J'ai aimé le voir comme ça. Moi, mon conjoint, il a des enfants. Donc, le conjoint, les enfants, les chiens, tout ça. Et cette année, quand il est venu le temps de partir à la chasse à l'Action de grâce, j'ai dit, tu pars avec les enfants, avec les chiens, tout. Je veux plus rien dans la maison, il y a juste moi. Fait que j'ai pris 4 jours toute seule chez moi puis j'ai fait, c'est merveilleux. Fait que, non, là, cette année, j'ai été veuve de chasse, c'était très correct. Il n'y avait pas de chat. Non. Puis, tu sais, j'adore les chiens, là, mais ça non plus, je voulais pas m'en occuper. Parce que ce livre-là, si on fait un court résumé, c'est la vraie vérité d'un conte de veuve de chasse. C'est vraiment là, bien fait, parce que moi, j'étais à la chasse très, très souvent. Puis veuve de chasse, je sais que ça existait et ça existe encore aujourd'hui, parce que ça existe depuis des décennies, ça. Là. Ouais, le party de veuve de chasse en tant que tel, qui est l'espèce de... les Canadian Men là, qui descendent là, avec la soirée de Go-Go Boy un peu, puis après ça, veut pas que la femme qui reste à la maison avec les enfants, puis qui doit se charger de tout. Tu sais, je me suis quand même plus inspirée. Moi, mon père travaillait dans le Nord. Il partait sur des runs. Puis, veut pas, ma mère était en charge de tout pendant que mon père était parti. Fait que, tu sais, c'est veuve de chasse, mais ça pourrait être carrément n'importe qui que son chum passe des runs. C'est le même principe, c'est ça. Fait que c'était quand même facile d'écrire. Fait que ça se passe chez nous, mais dans un contexte de la fille de la grande ville qui déménage en Abitibi et qui devient veuve de chasse sans même savoir ce que c'est. On voit souvent dans vos livres, parce que je les ai tous lus, puis je le répète, chacun des livres que j'ai lus de Marie-Émilie, ce sont des livres qui sont drôles. Toujours drôles. Puis, est-ce que c'est un peu votre barème que d'arriver puis de prendre une fille, soit de l'Abitibi qui s'en va à Montréal, vivre à Montréal, ou l'inverse, une fille de Montréal, comme dans le livre ici, qui s'en vient vivre en Abitibi, plus précisément à Amos? Moi, je dirais, l'Abitibi, c'est ce qui est le plus important pour moi. Sans dire l'Abitibi, mais la région. Je trouve ça très important que la façon de vivre en région, ça se retrouve dans les romans. Parce que souvent, les actions se passent à Montréal, à Québec ou Sherbrooke, ou des fois, c'est Trois-Rivières, puis ils osent appeler ça en région. Puis, tu sais, moi, je trouve ça important que ça se retrouve. Fait dans Maudit Bas Jaune, c'est juste quelqu'un qui reste carrément toujours en région. Voilà. Sinon, on a des échanges, mais je trouve ça le fun d'apporter dans chacun des romans, il y a quand même des gens qui viennent d'ailleurs et qui se retrouvent en région. Puis ça, j'aime apporter ce choc-là en tant que tel de veux pas, il y a un mode de vie qui est différent. Il y a un anonymat qui existe ou qui n'existe plus selon où on se trouve. Puis je trouve ça important de l'apporter. Je trouve que c'est ma petite touche, si on veut, que je peux apporter à la chiclite. Là. Pourquoi avoir écrit un tel livre si vous n'êtes pas une personne qui aimait la chasse? Là, vous vous êtes fait plaisir, par exemple. Oui, vraiment. Vraiment plaisir, parce que aussi, on ne dévoilera pas le punch, et loin de là, mais quand vous assistez, c'est toujours fait en fiction, quand vous assistez au fameux party des veuves de chasse, là, vous en mettez un peu. Oui, en fait, le party de veuves de chasse, là-dedans, moi, j'ai fait des entrevues. J'ai pas. Je pose pas de questions. J'ai pas assisté à ce party-là. Faudrait peut-être à un moment donné, mais j'ai parlé à des gens qui étaient allés pour me reconstituer. C'est pas mal bien écrit. Pour me reconstituer la scène. Puis on a eu beaucoup de plaisir parce que Veuve de chasse, c'est une trilogie écrite par 3 autrices. Okay. Donc, moi, Geneviève et Annie, on a écrit chacun un roman. Julia, qui est sortie déjà. Laurence, moi, le mien, qui est la deuxième. Et Sandrine, qui va sortir au printemps.
Donc, qui est d'une autre auteure. Qui est d'une autre auteure. OK. Donc, c'est moi qui ai lancé l'idée de travailler comme ça. Donc, on s'est pris un salon du livre, v'là 1 an et demi, à peu près 2 ans. Puis, j'ai lancé cette idée-là et on s'est réunis dans notre chambre d'hôtel un soir de salon. On a jeté un peu les bases de ce qu'on voulait faire et après ça, on est partis chacune de notre côté. Mais les 2 autres filles, c'est pas des filles d'ici. Alors, je les ai un petit peu briefées là, sur des petites réalités qu'il fallait qu'ils se retrouvent là-dedans. Là. Parce que le briefing du party de veuve de chasse, là, en tout cas, c'est sûrement quelqu'un qui a déjà été. Qui m'a donné les infos. Oui, dans le fond, moi, j'ai écrit le party et faut que le party des veuves soit le même dans chaque roman parce qu'il faut le dire, les romans peuvent se lire dans l'ordre ou dans le désordre. Oui, exactement. Donc, voilà. Dans la vie, êtes-vous amoureuse des animaux? Ben moi, j'adore mes 2 chiens. Okay. Je tripais pas sur les animaux. J'aimais bien, là, mais j'en aurais jamais eu chez moi. Ah, okay. Mais mon chum, il est arrivé avec les 2 chiens, fait que finalement, je m'en passerai plus. Donc, non, j'ai mes 2. Alors, celui que je ne dirais pas que vous haïssez, mais disons celui que vous aimez le moins, c'est le chat. C'est sûr qu'il n'en rentrera pas à la maison. Ça, c'est sûr. De la manière qu'elle traite le chat là-dedans, je pense pas qu'il y a Non, ça, mais là, c'est... Elle ne martyrise pas son chat, par exemple. Non, c'est le chat qui la martyrise. C'est l'effet contraire. C'est l'effet contraire, parce que vous ne l'aimez vraiment pas. Mais il ne se fait pas aimer non plus. Non. Il y a ça. Parce que vous avez vraiment écrit, l'histoire est écrite que le chat prend beaucoup de place, mais seulement que souvent, il n'est pas à la bonne place. Non, c'est ça. Qu'il y a. Un roman ou une histoire ponctuée de vérité et de fiction? Oui. Parce que, moi, je suis belle maman. Okay. Alors, j'ai 2 beaux-fils. Okay. Donc, Laurence a 2 beaux-fils. Et voilà. Donc, je pense pas que j'aurais pu écrire sur la comment on pourrait dire ça, parentalité par alliance, donc le fait d'être belle-mère, j'avais pas trop le choix, je ne pas de le vivre. J'ai pris des choses que mes gars ils font. Des fois, j'ai inversé les enfants. Des fois, j'ai pris des choses que des amis m'ont déjà raconté à propos de leurs enfants. Puis, je leur ai mis ça. Mais il y a des vérités puis il y a des choses qu'on aurait inventées. Parce qu'à un certain moment donné, quand vous partez, vous en allez toujours dans le livre, vous en allez à Montréal, voir vos parents, vos amis. Vous laissez les 2 enfants à leur mère naturelle. Là, il y a un passage qui est un peu qui est émouvant, là, parce que ceux qui vont lire le livre, ils vont savoir pourquoi, parce que les enfants vous donnent du fil à retordre passablement merci. Mm-hmm. Puis tout d'un coup, ils vous disent que oui, viens-t'en, on s'ennuie de toi. C'est quand même un passage qui est assez délicat. C'est qu'on se rend compte, moi, j'ai été quand même dépassée plusieurs fois par ma vie de belle-mère, mais à chaque fois, à chaque fois qu'il se passe des choses, il y a toujours un retour qui fait que, c'est des enfants, on s'attache tellement vite, puis c'est un peu le même principe, les enfants sont plus avec elle retrouve sa liberté, mais finalement, sont encore là, pareil, présents. Là. Exactement. Moi, si je vous demandais votre nomenclature de l'écriture d'un livre, si on prend ce livre, est-ce que vous êtes l'auteur qui... Oh, je viens de penser à quoi, il est 2 heures du matin, vous êtes réveillé, vous ne dormez pas. Oh mon Dieu, je pourrais mettre ça dans mon livre. Je me lève, puis je vais prendre des notes, je vais écrire, ou bien non. Moi, pas du tout. Moi, je manque de structure, bien honnêtement. Là. Des fois, c'est parce que quand on travaille sur quelque chose, à un moment donné, il vient qu'on en a assez d'écrit que là, on commence à avoir des deadlines. Parce que là, le projet est enclenché. Donc là, je me donne des objectifs de mots par jour, à écrire par jour. Et il faut que je rentre dedans, sinon je sais que j'y arriverai pas. Mais souvent, je vais plus penser à mes idées quand je vais prendre des marches. Toute seule, je suis là, puis je fais cheminer un peu tout le monde. J'ai des meilleures idées où je m'en vais. Mais des fois, il me passe des idées, mais jamais que je vais les écrire tout de suite. Je travaille sur mon ordi. Pas vous lever la nuit, parce qu'il y en a qui font ça. Parce que je reçois beaucoup d'auteurs ici, puis c'est ce qu'ils me disent. Pas
tous et toutes, mais souvent, il me dit, si je pense à quoi, je me lève puis je vais l'écrire pour ne pas le perdre. Mais je dirais que quand l'idée est assez bonne, elle me revient souvent. C'est ça. Fait que j'y vais avec ça. Puis si je me dis, crime, je m'en souviens plus, mais c'est probablement que c'est parce que finalement, c'est pas là que je voulais m'en aller. Parce que dans vos romans, vous avez toujours un bout de fiction, un bout de vérité, plus de vérité que de fiction, peut-être. Est-ce que je me trompe? Ça dépend des romans. Okay. Je dirais que des fois, je viens que je sais plus non plus. Souvent, je pars de vérités qui se transmettent qui se transforment en fiction, si on veut. Tu sais, je suis partie d'un événement que je sais qui est déjà arrivé, soit à moi, soit à quelqu'un. Et des fois, je le greffe à un autre événement que je sais qui est arrivé aussi. Donc, je veux pas, tout devient de la fiction, mais il y a souvent une base de vérité à quelque part de quelqu'un, là. Oui, exactement. Comme Les Maudits Bas Jaunes. Quand on sait c'est quoi, moi, j'ai adoré ce livre-là aussi, mais c'est tout à fait véridique, ponctué de fiction, un peu comme ce livre-là. La prémisse était complètement de la vérité, puis après ça, le reste, j'ai inventé ce que j'aurais aimé qui m'arrive, en fait. Ah oui, exactement, voilà. C'est ça, voilà. À quand le prochain roman de Marie-Émilie? Puis, est-ce que ce serait encore une fois à saveur toute abitibienne? Faut que je m'y remette, je vais être bien honnête, j'ai pas rien présentement. Oui, vraiment. En fait, là, c'est vraiment, on parlait un petit peu vite fait de la pandémie, mais moi, j'enseigne à temps plein à l'école secondaire. Puis cette année, c'est assez particulier. Oui, je vous dirais, ça demande beaucoup au niveau de l'énergie. Oui. Mais aussitôt que j'ai du temps, oui, je me relance. Puis est-ce que ça va être à saveur abitibienne? Ça va être à saveur régionale, c'est sûr. Okay. Est-ce que je vais me tourner vers une autre région ou pas? Mais c'est sûr qu'il y a toujours de l'Abitibi à quelque part. C'est important. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, Marie-Émilie a un peu dans sa tête l'histoire qu'elle pourrait écrire prochainement? Oui. Je dirais, là, j'ai deux projets que je sais où je veux m'en aller avec. On a eu beaucoup de plaisir à travailler les 3 filles sur les veuves de chasse. Puis on aimerait ça refaire l'expérience. Et j'ai un projet à moi aussi, là, essayer de trouver une genre de peut-être une suite à Maudits Bas Jaunes, mais qui implique pas, parce que Maudits Bas Jaunes est quand même sorti en 2015. Oui, donc, qui implique pas que la personne va être obligée de lire l'autre, absolument, pour pouvoir lire celui-là. Voilà, c'est ça. Marie-Émilie, merci infiniment. Moi, je vous adore. J'adore votre écriture. Je ne le dirai jamais assez. Puis je conseille aux gens, en passant, c'est vrai, il faut le montrer. Là. Je conseille aux gens, allez vous chercher les fêtes qui s'en viennent. Là. Allez vous chercher Veuve de chasse. Puis si un bon matin, vous êtes nostalgique, lisez ça, le sourire va vous revenir. Marie-Émilie, merci, puis vite, un autre roman. Merci, ça m'a fait plaisir. Toujours le fun de venir ici. C'est réciproque, ma chère madame. Merci infiniment. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. La bouée d'espoir offre plusieurs services, dont l'écoute, le soutien, l'accompagnement et plusieurs autres au cours de cette émission que nous allons parler. Alors, est-ce que c'est pire en termes de pandémie que nous subissons? C'est mondial. Alors, on est dans ça, nous autres aussi. Alors, est-ce que c'est pire pendant cette période de pandémie? Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Maude Castonguay, qui est intervenante à la Bouée d'espoir. Madame Castonguay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à vous. Merci à vous. On parlait des services offerts. Il y en a beaucoup. On va en prendre quelques-uns, mais entre autres, écoute et savoir écouter. Ça, là, je pense que, on peut pas dire que c'est le service idéal. C'est pas ça que je veux dire. Je veux simplement dire que écouter puis savoir écouter, je pense que c'est primordial pour des personnes qui sont dans un tel état. Oui, effectivement. C'est ça, nous, la Bouée d'espoir, on est là pour les proches, pour les membres de l'entourage des personnes qui ont un problème de santé mentale. Donc, effectivement, c'est des gens qui ont besoin, oui, d'être écoutés, d'être accompagnés, d'être soutenus. Donc, c'est un des services, là, entre autres, qu'on offre là, en individuel. Vous venez de toucher un point aussi qui est fort important, le soutien, et on peut embarquer dans ça aussi l'accompagnement. On les accompagne
on les aide, on les soutient. Ils ont besoin tellement d'être accompagnés. Ça aussi, c'est essentiel. Effectivement. Parce que c'est, franchement, là, moi, ce genre de personnes-là, bon, ben, quand ils arrivent chez vous, ils ont besoin d'écoute. Oui. Ils ont besoin d'être soutenus aussi. Il y en a beaucoup d'autres également, mais je pense que c'est savoir écouter et puis l'écoute et le soutien et l'accompagnement, là, je pense que là, on vient toucher là, le cœur. Oui, ben en fait, oui, effectivement, c'est la base. Tu sais, quand un proche vient chercher de l'aide à l'organisme, ben c'est ça, la première étape, c'est vraiment de l'écouter, de prendre le temps de savoir c'est quoi sa situation, de le soutenir là-dedans, puis d'aller voir où c'est quoi ses besoins, là. Oui, exactement. Essayer de... Parce que très souvent, ces personnes-là ne parlent pas beaucoup. C'est renfermé, c'est tout là-dedans, ici, là. Puis, là, c'est votre rôle, en fin de compte, d'aller essayer de percer ce mystère, parce que c'est un mystère aussi. Oui, puis la santé mentale, en général, c'est un sujet qui est encore très tabou présentement dans notre société, encore beaucoup de préjugés, tout ça. Donc, c'est notre travail, c'est ça, d'aller chercher l'information, puis d'aller démystifier un peu aussi la santé mentale, briser les préjugés qui entourent ça. Ça, vous venez de toucher les 2 points, là, la santé mentale, là, puis les préjugés. Mon Dieu, que si les gens connaissaient c'est quoi exactement, on ne porterait pas de jugement. Est-ce qu'il y a, selon vous, encore beaucoup de jugements néfastes face à ce fléau? Parce qu'il faut dire, un fléau, il y en a beaucoup. Oui, effectivement, il y a encore beaucoup de préjugés en lien avec la santé mentale, peu importe la problématique. C'est encore un sujet qui est souvent mécompris. Les gens manquent d'informations, peut-être manquent de sensibilisation à ce sujet-là. C'est tabou, on n'aime pas en parler, on ne sait pas comment en parler souvent aussi. Donc, effectivement, là, les gens, soit qui sont au pris avec un problème de santé mentale ou qui vivent avec un proche qui, lui, est atteint de santé mentale, ben, ils vivent des préjugés au quotidien, là. On parle aussi d'information, c'est sûr, documentation et prévention aussi. Oui. Ça, c'est important. Oui, de la prévention, de la sensibilisation. On essaye là, le plus possible d'aller toucher là, toutes les tranches d'âge. On fait des ateliers dans les écoles secondaires, entre autres, pour faire de la sensibilisation puis de la prévention là, aux problèmes de santé mentale. Quand ces personnes-là arrivent chez vous, on en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir sur ça. Quand ces personnes-là arrivent chez vous, qu'est-ce que vous leur dites là, pour, je sais pas, pour les rassurer, pour les mettre en confiance? Parce que ça doit pas être facile, c'est sûr. Parce que, comme on disait tantôt, ces personnes-là, plus souvent qu'autrement, sont renfermées, veulent pas parler de leurs problèmes. Vous avez un rôle dans ça qui est primordial, essentiel. Effectivement, c'est ça, on a un rôle clé dans le sens où nous, quand les proches viennent à l'organisme, ben premièrement, c'est vraiment de tisser d'un lien de confiance, puis que les gens ils sachent que, tu sais, moi, je suis là pour les écouter, dans le non-jugement, tu sais, je suis là pour les référer aux besoins, pour prendre le temps avec eux, tu sais, c'est important que les gens ils sachent que c'est ça, on prend le temps, on est là, on juge pas leur situation, puis on comprend qu'est-ce qu'ils vivent surtout. Prendre le temps, ça, c'est aussi très important, parce que si vous arrivez face à une personne qui est déjà renfermée, puis vous lui dites, bon, ben là, je suis rendu à toi, là, je suis pressé, je travaille de finir, là, et c'est quoi exactement? Ça marche pas. Ça fonctionne pas, non. Ça fonctionne pas. C'est ça. Faut pas que les gens, ils se sentent comme des numéros. Faut pas qu'ils se sentent poussés, bousculés, tu sais, faut qu'ils sentent qu'on est là, qu'on prend le temps, qu'on comprend leur situation, qu'on est sensible à ce qu'ils vivent. Parce que j'aime là, quand vous dites ne pas se sentir comme des numéros, parce que qu'on le veuille ou non, dans beaucoup de systèmes, on est vraiment des numéros. Alors, mais il y a des endroits, il y a des places dans la société que on ne doit pas prendre des personnes pour des numéros. Non. Et ça,
c'en est exactement. Effectivement. Parce que quand la personne passe les portes de notre organisme, tu sais, souvent, elle va passer par-dessus peut-être beaucoup d'émotions, peut-être par-dessus son orgueil, ou tu sais, par-dessus plein de choses qu'elle vit pour venir demander de l'aide. Donc, c'est important de prendre cette personne-là au sérieux, puis de faire sentir, tu sais, qu'elle est importante, puis que nous, on comprend qu'est-ce qu'elle vit sincèrement, là. Qu'elle est importante, ça c'est vrai. Puis vous disiez tantôt, puis je veux revenir là-dessus, le non-jugement. Vous n'êtes pas là pour juger cette personne-là. Jamais. Vous êtes là pour lui aider. Voilà. Puis, des fois, ça peut prendre plus qu'une rencontre, 2, 3 rencontres. Oui, effectivement. Des fois, le temps que la personne nous fasse confiance, qu'elle comprenne bien établir un lien de confiance. Voilà, qu'elle comprenne bien, tu sais, c'est quoi le rôle de la bouée d'espoir, comment qu'on peut l'aider. Effectivement, des fois, après quelques rencontres, là, ça devient plus facile pour le membre de l'entourage de nous parler. Ce qu'on peut dire, ça devient comme plus intime voilà. entre l'intervenante et la victime, si on veut, le proche. Est-ce qu'on peut dire que quand vous sentez qu'il y a un lien de confiance qui s'établit, il me semble que pour l'intervenant, ça va être une espèce de victoire aussi, parce qu'il y en a qui devraient être très renfermés. Oui, puis c'est pas évident, c'est des gens, comme je disais, qui vivent beaucoup de préjugés, qui vivent de l'isolement, donc souvent, ils veulent pas parler de leur situation parce qu'ils ont peur de comment on pourrait réagir. Ils ont peur de faire rire d'eux autres aussi. Voilà, qu'ils soient pas pris au sérieux, que les gens les croient pas, que, tu sais, peu importe, donc oui, effectivement. Est-ce que c'est pire en temps de pandémie parce que on en a beaucoup là, des cas dans différents systèmes. On a des cas qui augmentent pendant la pandémie. Est-ce que à la Bouée d'Espoir, vous voyez que pendant cette pandémie-là, il y a plus de cas? Oui, effectivement, on a eu une hausse de la demande d'aide. Okay. Surtout là, lors du premier confinement, en mars dernier, mars, avril, mai. Okay. Voilà, c'est vraiment dans ces mois-là où on a vu, une hausse de la demande d'aide. Tu sais, je pense que le confinement, c'est pas évident pour personne. Non. La pandémie, c'est pas un contexte évident. C'est anxiogène, on est dans l'incompréhension, on est dans l'inconnu. Donc, c'est sûr que oui, ça le fait augmenter de beaucoup, là, quand même, nos demandes d'aide, effectivement. Puis, avec la période des fêtes qui arrive à grands pas, est-ce que il peut y avoir aussi, est-ce que ça va être pire dans les cas, lorsque là, on embarque pandémie, puis on embarque période des fêtes où il y a tellement de personnes qui sont seules? Oui. C'est ça. Effectivement, oui, on s'attend à ce qu'il y ait aussi une hausse des demandes d'aide durant le temps des fêtes. C'est pas une période qui est évidente là pour plusieurs familles. En plus, c'est ça, ajouter à ça la pandémie, l'isolement. Donc oui, là, on s'attend effectivement là, à ce que les gens demandent de l'aide. Une chose qui est très importante de dire également, c'est que tous vos services sont gratuits et confidentiels. Oui, hyper important, effectivement. Ceux qui ont besoin d'aide peuvent vous appeler. À quel numéro on peut vous rejoindre à la Bouée d'Espoir? 819-333-1184. Et surtout, ne vous gênez pas si vous avez besoin d'aide. C'est hyper important. Puis c'est hyper important de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Demander de l'aide. Vraiment, vraiment. Parce que n'ayez pas peur, c'est confidentiel et c'est gratuit. Ces personnes-là sont là pour vous aider. Fait que, il n'y a pas de gêne là-dedans, là. Absolument pas. La Bouée d'Espoir, ne soyez plus jamais seul, ça c'est important. En plein ça. Madame Castonguay, merci infiniment. Merci beaucoup. Puis, on vous souhaite de très joyeuses fêtes malgré cette fameuse pandémie. Oui. Puis, vous aurez toujours une place ici. C'est un sujet qui est très, très délicat. Puis, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, vu que c'est la dernière émission de 2020, alors on vous demande soyez prudents, passez de belles fêtes malgré cette fichue pandémie. Soyez prudents, s'il vous plaît, les consignes. Observez les consignes, c'est pour notre bien à tout le monde. Et revenez-nous en janvier prochain. Merci.